merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la une. Ce soir, au menu de votre mag, la belle perf de la Linguère de Saint-Louis aux dépens du Casa Sport. Les Saint-Louisiens se sont imposés au stade Aline Sitoé Diatta sur le score de 4-1, arrivé au mois de février dernier en remplacement de Ibrahima Diop dit Pelé. Le nouvel entraîneur de la Linguère, Djilalil Barloul, n'a toujours pas connu de défaite dans ce championnat de Ligue 1 sénégalaise. Focus ce soir sur le foot féminin. Les Lionnes ont montré un beau visage lors du dernier tour qualificatif à la CAN, mais cela n'aura pas suffi devant le Nigeria. Un miracle qu'elles aient résisté devant les Super Falcons, tellement le foot féminin manque de moyens et d'organisation ici au Sénégal. Le foot féminin, le parent pauvre du foot au Sénégal. Nous poserons la question ce soir à l'un de nos invités, Mamoussa Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale féminine déjà présent sur ce plateau. Autre discipline, autre tard, le Viet Vo Dao se pratique ici sous deux entités différentes, le CNP d'un côté, l'UVS de l'autre, mais après 10 ans de scission, les deux camps affichent une volonté de se réunir et demandent au ministère des Sports de mettre la main à la pâte. C'est parti en basket pour la première journée des playoffs dans les championnats masculins et féminins. L'AS Douane côté homme chute d'entrée, du côté des dames, les favoris tiennent le rang. Les boss du web, Messi rend l'appareil à Stéphane Curie. C'est sur Instagram que ça se passe. L'attaquant argentin vient d'offrir un maillot dédicacé au basketteur américain qui vient d'atteindre les 10 millions de followers sur le réseau social. Nous retrouverons en fin d'émission Maillot Père pour le hippisme et nous procéderons également au tirage au sort pour le gagnant du maillot de Papa Lindiaï. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Messieurs, bonsoir. Malal, bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir à Cheikh Tidiane, bonsoir à Coach Moussa. Bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir tout le monde et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir Mamoussa. Bonsoir Mampatou, bonsoir à mes amis et bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler foot féminin, nous allons tout de suite plonger dans l'actualité du football local avec ce grand coup frappé Malal Junior par la Linguère de Saint-Louis qui a battu le Casa Sport sur le score de 4-1. C'était hier au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, les Samba Linguère qui enchaînent succès sur succès avec donc un bon voyage. Ils ont réussi à faire tomber le leader de ce championnat national sur un score de 4-1. Une surprise du côté des supporters des Verts et Blancs, mais une suite logique du travail accompli donc par le coach depuis son arrivée. Nous allons donc en parler. Une belle victoire qui permet à l'équipe de la Linguère de Saint-Louis de se retrouver maintenant sur le podium. Avec l'arrivée donc du coach français Abdel Djilalil Barloul depuis son arrivée donc en remplacement d'Ibrahima Diop, on le disait, Barloul n'a pas perdu de match en championnat, soit 6 au total. Titulaire d'un diplôme A de l'UEFA, Djilalil a pour ambition de se maintenir en Ligue 1 malgré les résultats positifs qui se succèdent. Suivons le portrait de ce jeune homme de 34 ans, originaire de Marseille, avec Ousseynou Diop. Djilalil Barloul, le franco-algérien, est le coach de la Ligue de Saint-Louis depuis le mois de février dernier. Barloul Djilalil, à 34 ans, donc entraîneur avec un diplôme à UEFA, originaire de la ville de Marseille. Il remplace à ce poste Ibrahima Diop. Depuis qu'il dirige l'équipe Fagnon de Saint-Louis, son bilan est positif. 7 matchs, 6 en championnat sans défaite et 1 perdu en Coupe du Sénégal. Sa stratégie est payante même aux heures d'entraînement. Tout est respecté à la lettre. 8h45, l'équipe était déjà en place. Le seul objectif c'est le maintien, donc j'ai dit au départ, quand je suis arrivé ici, c'est pas maintenant que je vais le changer, c'est pas parce que tout va bien maintenant qu'on va parler d'autre chose, non, l'objectif c'est le maintien, il faut, voilà, de toute façon je pense que le club aujourd'hui, pour le bien du club, voilà, mieux que le maintien, je pense que c'est le maintien. Djilalil Barloul apprécie bien le niveau de jeu des Sénégalais, son seul regret reste le fait que les clubs ne jouent pas les premiers rôles au niveau africain. Très bon football, bon, qu'on connaissait déjà, hein. Il est connu. Bon, c'est vrai, ce qui est malheureux, c'est que les clubs sénégalais aujourd'hui sur le continent africain ne pèsent pas trop.
Mais bon, le championnat, c'est un très bon championnat. Voilà, comme je dis, physique, technique. Donc voilà. Même si les objectifs du coach restent les mêmes, le maintien pour la saison 2015-2016, les dirigeants de l'équipe Fagnon de la ville de Saint-Louis lancent depuis une semaine l'opération Tout est possible. Mais depuis qu'on a vu l'équipe jouer, évoluer, et à 4 points du leader, nous nous sommes dit, comme en tout cas j'ai décrété moi depuis une semaine, j'ai lancé l'opération Tout est possible. Donc l'opération Tout est possible, c'est quoi? Il est possible de se maintenir, mais également il est possible de prendre le championnat. Barloul est aujourd'hui le nouveau messie des supporters de la Linguère de Saint-Louis. Il a reçu tout de même 2 cartons rouges depuis qu'il est nommé entraîneur à la Linguère de Saint-Louis. Voilà, l'opération Tout est possible. Malal, voilà pour la Linguère, une belle remontée avec un changement d'entraîneur. Est-ce qu'il faut être ambitieux pour cette fin de saison? Bah oui, il faut, puisque maintenant les Saint-Louisiens ont réussi à se retrouver autour de l'essentiel. Ils ont laissé de côté les querelles internes qui minaient l'équipe lors de la première partie. Maintenant, c'est l'unité. Ensemble, ils vont travailler. Et on est à 1 point du leader. Pourquoi pas viser le plus haut possible. Alors Mamoussa, on s'étonne que les équipes se tiennent d'aussi près dans cette Ligue 1, entre le premier et pratiquement le dernier, il y a à peine 10 points d'écart. Comment vous expliquez que le niveau du championnat soit aussi serré? Oui, il y a le niveau du championnat qui se hausse maintenant. On a aujourd'hui, les équipes se retrouvent parce qu'effectivement, toutes les équipes ont les mêmes principes de travail. Les équipes se professionnalisent davantage, les gens sont allés apprendre ce qui leur manquait. Le problème de notre football, c'était plutôt au niveau de l'organisation, mais maintenant les équipes s'organisent, il y a une bonne planification, il y a un bon travail d'avant-saison, le travail est plus méthodique, il y a plus d'orientation, il y a plus de vision de la part des dirigeants. Et les entraîneurs que nous voyons sont tous des entraîneurs bien formés, ce qui fait qu'il y a un nivellement vers le haut. Et ce qui fait qu'aucune équipe ne se détache véritablement. C'est par à-coup, vous gagnez ce dimanche-ci, l'autre dimanche vous perdez. Vous êtes premier ce mois-ci, le mois d'après vous êtes avant-dernier. Donc beaucoup d'observateurs quand même disent que c'est le verre à moitié plein. Les gens disent que c'est en nivellement vers le bas, qu'il n'y a pas une équipe qui se détache vraiment. C'est une façon de voir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois, pour avoir coaché des équipes, il y a 10 ans peut-être, je me rends compte aujourd'hui qu'au niveau organisation, nos équipes ont beaucoup progressé. Mais quand vous dites organisation, c'est sur le plan sportif. Parce qu'autour de l'environnement du club, on n'a pas l'impression que les choses changent vraiment par rapport au terrain d'entraînement, par rapport aux moyens de transport, par rapport à tout ce qui est logistique. On ne voit pas une vraie évolution. Non, moi je sais aujourd'hui que les gens font des progrès. La Linguère, pour aller à Ziguinchor, a pris l'avion. Ils n'ont pas pris le bus. S'ils avaient pris le bus, je suis sûr qu'ils n'auraient pas fait les résultats qu'ils ont fait. Parce que c'est 10 heures ou 12 heures de voyage. Moi, j'ai voyagé de Richard Toll à Ziguinchor, mais c'était un match quasi perdu. Et de l'autre côté aussi, est-ce que le Casa n'a pas été handicapé par le bus, puisqu'ils ont joué en milieu de semaine à Dakar? Ils avaient joué le week-end, ils jouent en milieu de semaine en Coupe du Sénégal avant de rallier. Non, j'insiste sur ce fait pour montrer qu'au niveau de l'organisation, les gens mettent plus de moyens, les gens ont une vision, savent quels sont les moyens à mettre en place pour que les équipes soient compétitives. Ça, c'est un progrès au niveau il y a une évolution au niveau de la pensée, des orientations dans les clubs. Et aujourd'hui, de la réflexion. Et les gens savent aujourd'hui que sans moyens, on ne peut pas faire des résultats. Mais coach, sur le plan purement footballistique, comment peut-on parler de nivellement vers le haut alors qu'après 20 journées, le leader de ce championnat a 30 points après 20 journées? Oui, parce que les équipes se tiennent de près. Les équipes se tiennent de près. Mais 30 points, c'est petit. 30 points, c'est pour une équipe qui est leader, c'est petit après 20 journées. Oui. Ça veut dire que l'équipe qui est leader de ce championnat ne gagne pas beaucoup. 30 points, c'est pas beaucoup. Non. Si on fait la moyenne sur 20 journées, non? Parce qu'il est difficile de gagner dans la durée. Ça veut dire que parce que les équipes non, c'est pas peut-être la défense, mais les équipes ont le même niveau. Il y a plus de matchs nuls que de victoires dans ce championnat-là. Parce que les niveaux, c'est quel? Est-ce qu'avec des nuls, c'est attractif? Avec des nuls, voilà, on ne peut pas vendre grand-chose. Il peut y avoir des nuls attractifs. Moi, j'ai vu des 0-0 très attractifs. J'ai vu des matchs 5-0 où il n'y avait pas de spectacle du tout. Donc, ça ne tient pas à ça. C'est dans le contenu.
Aujourd'hui, j'ai regardé hier le match Stade de Mbour, Mbour-Petite-Côte, mais dans la réflexion, les gens sont en train de faire de bonnes choses. Mais en parlant de contenu, vous dites qu'à peu près toutes les équipes se valent. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas déplorer un manque de talent individuel alors? C'est-à-dire des joueurs qui sortent du lot et qui arrivent à faire la différence pour que leurs équipes gagnent. Finalement, tous les joueurs sont presque au même niveau. Mais parce que les entraîneurs travaillent presque de la même manière. Les entraîneurs... Mais on parle de talent individuel, là, de talent pur. Bon, l'année dernière, on nous parlait d'Abdoulaye Ba, Di Messi. Bon, on a vu que cette année, ça n'a pas l'air de vraiment se confirmer. On n'a pas un joueur dans ce championnat qui émerge réellement. Ce n'est pas simplement dans le championnat sénégalais, c'est dans le monde que le talent commence à être rare. Ah bon? Ah oui. Non, c'est vrai. Il y a quelques années, nous avions des joueurs comme des joueurs qui venaient d'Afrique. Okay. Les Abidi Pelé et autres, là, on n'en a plus. On n'en a plus dans nos championnats. Les joueurs sont maintenant travaillent plus sur le plan physique, formaté, sur le plan mental, parce que on a travaillé sous le schéma européen, qui est plus rationnel, qui est plus tactique. La pensée tactique est là, au détriment de ce qu'on voit sur le plan technique. Nos joueurs, parce que les espaces sont réduits maintenant, il y a moins de temps de jeu, donc il faut tout faire dans la rapidité, mais ça tue quelque part le talent. Donc ce n'est pas simplement au niveau du Sénégal, c'est un peu dans le football africain et même dans le football mondial qu'il y a cette rareté au niveau des talents. On n'en voit plus cette pépite-là. Messi, vous n'en verrez pas des centaines dans le football mondial actuellement. Mais moi, je vais rebondir quand vous dites que le football sénégalais progresse, que les équipes sont plus dans la réflexion. Mais quand on regarde ce que disait justement le coach de la Linguère, avec ce problème récurrent de nos équipes en Afrique, qui n'arrivent pas à dépasser le premier tour, quand des équipes de la région, de l'Afrique de l'Ouest, commencent un peu à franchir ces paliers-là, est-ce que ça ne confirme pas ce que dit Cheikh Tidiane Diao, que notre football, en fait, régresse? Non, je ne pense pas. Nous progressons, mais nous ne sommes pas encore au niveau des autres. Il y a certains clubs en Europe, en Afrique, qui sont plus forts, qui sont mieux organisés que nos clubs. Vous voyez, vous allez en Guinée, l'AS Kaloum, Orea, vous allez l'Espérance de tennis. C'est des clubs qui ont beaucoup de moyens. Le TP Mazembe, vous ne pouvez pas les comparer à nos clubs. Vous ne pouvez pas. Le TP, c'est un autre niveau. Mais par exemple, des clubs guinéens, des clubs maliens, ces pays-là ne sont pas plus développés que le Sénégal. Pourquoi est-ce que des gens arrivent à, je sais pas, mettre en place des équipes compétitives au Mali, en Guinée et pas au Sénégal? Parce que les personnes ont mis les moyens. Moi, j'étais en Guinée, j'ai vu l'investissement d'une personne pour faire ce terrain-là, à l'AS Kaloum. Une personne, c'est l'investissement d'une personne, ce n'est pas l'investissement de plusieurs personnes. Mais écoute, on parle de football professionnel au Sénégal depuis bientôt 7 à 8 ans. Mais est-ce qu'on peut parler de football professionnel en élisant les responsables à travers des assemblées générales? Dans le monde, les clubs professionnels, c'est des hommes d'affaires, des actionnaires majoritaires qui dirigent et qui mettent leur billet et qui disent, voilà la voie que je veux prendre. Est-ce que nous, on ne doit pas tendre vers ça, dépasser le cap des assemblées générales? C'est notre mode de fonctionnement. Mais c'est un mode qui est erroné. Qui est désuet. C'est votre opinion. Mais tant qu'il est là, c'est lui qui va passer. Parce qu'effectivement, nous sommes à une étape de transition dans ce football-là. On est à l'étape des balbutiements. Les gens sont un peu pressés. Donc est-ce qu'on ne devrait pas au départ ne pas parler de football professionnel, mais parler d'un football qui est semi-amateur, semi-professionnel plutôt? C'est une question de dénomination. On tend vers le professionnalisme. Mais les mots ont leur sens aussi. Oui, on tend vers le professionnalisme. C'est vrai qu'il y a encore des couacs, mais il y a beaucoup d'avancées pour moi qu'il faut prendre. Et il faut évaluer maintenant pour voir ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, et tendre vers ce professionnalisme. Mais là, il faut commencer par quelque chose. Et je pense que les gens sont en train de faire de bonnes choses, de mon point de vue. Il y a un championnat aujourd'hui qui est maîtrisé, les dates sont maîtrisées, le public revient aujourd'hui dans les stades. Il y a du beau spectacle. Les télévisions commencent à s'intéresser. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans, 3 ans. Vous faites une émission quasiment sur la Ligue 1, sur la Ligue 2. C'est bien maintenant. Ça veut dire que c'est un football qui devient attractif. Maintenant, quand on aura mis les autres facteurs, l'accompagnement des sponsors, l'accompagnement de trucs, les moyens seront là, le football va se développer. Et on retiendra davantage nos joueurs. Parce que le problème, il est là aussi. Nos joueurs, vous les voyez cette année et l'année prochaine, c'est notre groupe qui est là. Donc voilà, il faut mettre ces moyens-là. Et je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, quand l'évaluation sera bien faite, on pourra tendre vers ce professionnalisme-là qui est encore
de mon point de vue, à une phase de balbutiement. Très bien. Alors, Mamoussa, vous parliez justement du contenu assez intéressant dans le derby mourois, un derby qui n'a pas connu de vainqueur. Un résultat nul qui, au final, ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes. Bourg-Petite-Côte est toujours dernier au classement, tandis que le Stade de Bourg stagne à la 10e place. Nous allons écouter la réaction de Alioune Badaragaï, coach du Stade de Bourg. On a voulu vraiment prendre les 3 points, mais on a su que c'était difficile parce que l'équipe est venue et c'est pratiquement arrêté. Donc nous avons tout fait pour marquer, mais ce n'était pas possible aujourd'hui. Donc comme vous l'avez dit, c'est un point, on se contente de ça. Le doute s'installe, mais nous devons toujours travailler pour aller chercher des victoires. Donc c'est des points qu'on laisse. Maintenant, il va falloir qu'on se remette au travail rapidement pour qu'il n'y ait pas le pire. On va faire tout pour essayer de marquer des buts et gagner. Marquer des buts et gagner, c'est un peu aussi l'une des tares qu'on reproche à ce championnat, le manque d'efficacité, le manque de buts et forcément donc le manque de spectacle. Oui, il n'y a pas beaucoup de buts. Maintenant, sur la dernière journée, je pense qu'il y a eu 19 buts. Tout à fait. C'était pas mal. La Linguère qui marque 4 buts contre le Casa. À Louga, le Djaraf marque 3 buts. Par moment, il y en a. Mais aujourd'hui, je dis que les équipes sont très bien organisées sur le plan défensif, sur le plan des transitions. Les gens pensent beaucoup. Hein. Je dis que sur le match, réfléchissent beaucoup. Les joueurs comprennent un peu plus les consignes. Ce n'est pas un match où on laisse les joueurs faire ce qu'ils veulent. Et je pense qu'aujourd'hui, ça favorise ce rapprochement entre les équipes. Et donc, il n'y a pas d'écart, un grand écart entre les équipes aujourd'hui. Autre situation. Comment expliquez-vous, par exemple, que les équipes de Dakar s'entraînent à tour de rôle pendant 1 heure à Demba Diop, le seul terrain fonctionnel pour au moins 5 équipes de Ligue 1 qui sont à Dakar. 1 heure, le temps de location. Est-ce qu'en 1 heure, on peut travailler des schémas et préparer un match? Ça dépend de ce que l'entraîneur veut, parce que l'entraînement, ce n'est pas simplement le terrain. Il est souhaitable d'avoir des séances de 2 heures de temps, 1h30. Faire des ateliers. Faire des ateliers. Il y a tout le temps des raccourcis qu'on peut faire chez nous en tant qu'entraîneur. Il y a l'entraînement après, la vidéo, il y a beaucoup de choses. Mais l'idéal aurait voulu que chaque équipe ait son terrain, puisse s'entraîner. C'est ça le niveau professionnel dont on parle. Mais à ce niveau, il faudrait que les gens s'adaptent. Et je pense que ça va progresser. Quand on aura plus d'infrastructures fonctionnelles, quand les équipes auront plus de moyens pour se prendre en charge, pour avoir leur propre terrain, les gens pourront travailler 2 fois, 3 fois dans la semaine, 2 fois dans la journée, travailler sur le plan physique, avoir des séances simplement pour les attaquants, des séances simplement pour les défenseurs. Mais là, c'est un peu difficile pour nos entraîneurs aussi. C'est un peu difficile parce que aussi, les gens n'ont pas assez de temps pour travailler, pour faire le travail qu'ils veulent. Très bien. Est-ce que, coach, est-ce que vous voyez une différence entre ces équipes qui se partagent Demba Diop et les équipes qui ont leur propre terrain dans ce championnat? Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a. Il y en a 3. Il y en a 3 ou 4 maximum. En Ligue 1. En Ligue 1, pardon. Gambar. Oui. Casa Sport. Linguère, Sunéo. Et Louga peut-être. Oui. Voilà. Parce qu'à Guédiawaye, ils s'entraînent 2 jours par semaine. S'ils veulent s'entraîner après, ils payent. C'est ce que la mairie a décidé. C'est la difficulté, Il faudrait permettre aux entraîneurs d'avoir le temps requis pour pouvoir travailler avec les joueurs. Parce que le match n'est que le reflet de ce qui a été fait à l'entraînement. Si on s'entraîne comme on joue. Donc il faut permettre aux joueurs d'avoir les repères sur le terrain, de voir le match, de voir les problèmes, de les corriger et après vous voyez une autre équipe. Mais si on n'a pas ce temps, c'est très difficile pour les entraîneurs. Alors, une question subsidiaire, comment se porte le football à Thiès puisque vous travaillez au SNEPS de Thiès, vous êtes formateur, les équipes, on voit beaucoup d'équipes de nationales qui arrivent plus ou moins à s'en sortir dans les coupes, Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue, mais le football à Thiès de manière générale?
Il y a un petit problème au niveau du département. Parce que si on fait l'état des lieux au niveau de la région, nous avons 3 équipes de Ligue 1 à Mbour, 2 équipes de Ligue 2 à Tivaouane et aucune équipe professionnelle dans le département de Thiès. Ça, c'est un choc aujourd'hui au niveau de Thiès. Nous n'avons que des équipes de Ligue de National 1. Mais on est en train de discuter pour voir comment mettre sur pied une équipe de ville. Parce qu'on a beaucoup d'équipes qui jouent à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le SNEPS, Walidan, Kermadior qui est à Mbour et Thiès FC sont dans la même poule. Et c'est chaque équipe qui bat l'autre et après, personne ne se retrouve devant. Et les gens n'ont pas les moyens aussi pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait qu'on va vers cette fusionner les forces. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est là. Nous avons de bons entraîneurs, mais ils sont tous hors de Thiès. Nous avons de bons joueurs, mais ils partent. Nous avons des écoles de football qui forment bien. Nous avons 34 écoles de football au niveau du département, au niveau de la commune. Mais ce sont des gosses qui partent à 13 ans pour les centres mieux organisés. Et après, ce sont ces joueurs-là qui viennent 3 ans, 4 ans après avoir fait une meilleure formation, qui viennent nous battre. Et les gens veulent crier. Donc aujourd'hui, il nous faut un réceptacle, avoir un centre de formation. Et nous sommes en train de discuter, de mettre en place cela. Et depuis que j'ai été nommé inspecteur départemental, j'ai discuté avec un peu les autorités pour que ces réceptacles-là soient là, pour qu'on retienne les jeunes Thiessois, qu'on permette aux entraîneurs aussi de Thiès de revenir. Et après, peut-être dans 3 ans, 4 ans... une équipe digne de ce nom, représentant la ville. Et puis avec 34 écoles de football, il y a espoir de voir éclore de jeunes talents, de bons jeunes talents. Mais il y en a. Toutes les 3 dernières années, le concours jeune footballeur a été gagné par un Thiessois. Ça veut dire qu'il y a le talent, il est là. Mais ils partent après, parce qu'on ne peut pas les retenir. Mais ils vont dans les centres mieux organisés de Dakar, de Mbour, au détriment de Thiès. Maintenant, si on a un réceptacle pour les retenir, déjà, ça va être une bonne chose pour les parents, parce qu'un gosse qui part à 13 ans, déjà, il y a cette rupture sur le plan psychologique, sociologique. Il faudrait le retenir pour qu'il puisse continuer à étudier. Mais après aussi, permettre... Et là, on a un centre de développement technique qu'on a mis sur place et qui va prendre les 25 meilleurs gosses des écoles de football et nous allons travailler avec eux pour les retenir à Thiès et essayer après maintenant d'en faire le club de ville le club de ville phare et qui va jouer dans l'élite. Bien sûr. Voilà, Mamoussa, on va sans transition vous présenter les résultats donc, de cette 20e journée de Ligue 1. Voilà, avec l'AS Douane qui continue de s'enfoncer. Les Gabelous battus par GFC 1-0. Casa Sport, Linguère de Saint-Louis 4-1. Donc pour les Samba Linguère, Sunéor NGB, match nul en but partout. Olympique d'Angor Uzo, match nul 2 buts partout. Et puis ce dimanche, Stade d'Hambourg, Petite Côte, on fait match nul 0 but partout. Le Diaraf qui s'impose à Louga face au Diambour 3-0. Et puis Djambar qui bat US Corée 2-1. Le classement, Casa Sport, donc malgré sa défaite, qui garde la tête de ce classement avec 30 points, suivi de Djambar. Djambar qui remonte à la 2e place. 3e, Linguère également, 29 points. Guédiawaye Football Club 4e avec 27 points en bas de tableau. Nous retrouvons Ndiambour 12e avec 23 points. 13e, l'Olympique d'Angor avec 22 points. 14e, MPC Petite Côte avec 21 points également. Merci cher Tidiane. Alors notre dossier du jour, je vous l'annonçais au sommaire, concerne le foot féminin, raison pour laquelle donc nous avons convié bien sûr sur ce plateau donc le sélectionneur de cette équipe nationale féminine, Mamoussa Cissé. Alors vous le savez, hein, les Lions éliminés au dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations par les Nigérianes, malgré les classes d'écart. Les coéquipières de Mariam Diop-Ali avaient entretenu l'espoir lors de la manche aller avec un score d'1 but partout, mais au retour, les Super Falcons ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant sur le score de 2-0. Rappel des faits. Les Lions du Sénégal ont encore une fois raté l'opportunité de rejouer une CAN féminine après une première réussie en 2012. Tenu en échec à Dakar lors de la manche aller, 1 but partout devant le Nigeria. Au retour, les Lions ont s'incliné à Abuja, 2-0.
Le Nigeria, 9 fois champion d'Afrique, confirme sa suprématie devant le Sénégal, en décrochant sa qualification pour la CAN féminine prévue le 19 novembre, au 3 décembre prochain au Cameroun. Voilà, donc pour le match retour, pas vraiment d'image pour pouvoir apprécier un peu la prestation des unes et des autres. Alors, Mamoussa, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le genre d'élimination qui donne quand même foi en l'avenir? Bien sûr, même s'il y a beaucoup d'amertume après ce match, quand je revois un peu les deux matchs, je suis un peu amer. Parce que quelque part, je me dis qu'il y a eu de la place pour passer ce cap-là. C'est vrai que sur le papier, le Nigeria a été favori, grandissime favori. À un mois du match, j'ai entendu tous les superlatifs possibles. L'ogre, le géant. Effectivement, c'est vrai sur le papier. C'était pas faux sur le papier, c'est vrai. Mais sur le terrain, je pense qu'il n'y avait pas cette différence-là. Il n'y avait pas cette différence parce que nous avons bien su préparer ce match-là. Et je pense que c'est ce qui avait suivi un peu le football féminin il y a 2 ans. Pouvait s'attendre à une telle réplique parce que nous avons joué 2 matchs difficiles ici contre le Cameroun. On a fait un ici à Mbour avant d'être éliminé à Yaoundé. On va après en Égypte, on fait 0-0 avant d'être éliminé à Mbour encore 2-1. Ça veut dire qu'on s'était rapproché un peu du haut. Maintenant, c'est difficile. Le Nigeria a fait respecter son rang. Mais après, moi je me dis qu'on a un peu de regrets. Moi j'ai des regrets. Qu'est-ce qui a manqué justement? Pourquoi vous n'avez pas su créer l'exploit? Déjà, le premier regret pour moi, c'est d'avoir pris le but qu'on prend ici à Dakar. Et au moment où on le prend dans les arrêts de jeu de la première période. Alors que l'objectif, c'était de ne pas en prendre. Parce que tant qu'on était contre le vent, il fallait être regroupé et jouer sur le dos de l'adversaire. Voilà ce qu'on a tenté. On les tient en échec pendant 45 minutes et on prend le but à la 46e. Donc ça a été difficile. Donc il fallait réagir. Deuxième chose, on voyage avec l'adversaire. C'était la première fois que nos filles jouaient 2 matchs de haut niveau dans un intervalle de 4 jours. Donc c'était très très difficile pour elles. On n'avait pas la possibilité de changer le groupe parce que c'est le même groupe qui a joué à Dakar qui a voyagé le même soir. Donc quand on est allé là-bas aussi, il y a eu d'autres facteurs qui sont venus se greffer. Il y a eu la chaleur. Il faisait 38 degrés, il y avait l'humidité, il y avait l'altitude. Je ne suis pas en train de trouver des excuses, mais voilà, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas et qui ont lourdement joué sur la balance après. Et après, bon, c'est l'expérience de cette équipe-là qui fait la différence. Okay. Concernant toujours les raisons de cette défaite, vous, à votre niveau, est-ce que vous aviez à votre disposition votre groupe de performance? Parce qu'il s'est dit qu'il y avait des filles qui voulaient intégrer cette équipe qui n'ont pas pu, des professionnels. Toutes les filles voulaient intégrer. Je parle des professionnels. Non, ce ne sont pas des professionnels. Les filles que nous avons, ce n'étaient pas des professionnels, ce sont des joueuses qui sont en amateur en France. Voilà. Des expatriés. Des expatriés. Voilà. C'est important parce que les Nigérianes avaient des professionnels, des professionnels qui jouent à Arsenal, à Genga, 9. Mais nous, certaines de nos joueuses ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs. C'est les filles qui jouent du côté de Arras? Arras. Arras, il y a Mami Ndiaye qui est là-bas. On a tout fait pour qu'elle vienne. Son club a refusé qu'elle vienne. On a fait la convocation sur le match contre la Guinée, elle n'est pas venue. Après, je me suis dit, je vais me tourner sur ce que j'ai sur place. On a fait venir les 2 autres, c'est Mbayang Sao et Fantasy. Elles viennent de Lilleuse en France, elles sont venues, mais la première remarque que nous avons eu à faire, c'est que sur le plan du rythme et sur le plan physique, elles n'étaient pas au même niveau que nos filles. Moins bien? Moins bien, bien sûr. J'ai amené Mbayang, malheureusement pour moi, je n'ai même pas pu la faire jouer en Guinée, parce qu'elle était en deçà du groupe, sur le plan physique. Parce que c'est une fille qui n'a pas joué toute la saison dernière. Et en club, elles ne font que 2 séances d'entraînement où nous, nos filles, au même moment, nos filles font 6 à 7 séances en équipe nationale. Donc, ce n'était pas le même niveau. Donc, je ne pouvais pas me permettre de demander à la fédération d'amener des filles qui ne vont pas jouer. Donc, à un moment, il fallait les faire rester entre le match contre la Guinée
et le match contre le Nigeria. Elles sont parties, on n'a pas pu les reprendre, malheureusement. J'ai dit à un moment, il faut compter avec le groupe qu'on a et travailler avec ces filles-là. Comment expliquer le fait que Mami Ndiaye ait dit à RFM qu'elle n'a jamais reçu sa convocation? Vous vous dites que vous l'avez convoquée, son club a refusé. Dès maintenant, ce sera la parole de Mami contre la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les convocations ont été envoyées, par exemple, à temps? Je vais vous dire ce qui s'est passé avec Mami. Dès que j'ai été nommé, je l'ai appelé pour lui dire, Mami, je voudrais que tu sois la locomotive de cette équipe-là. Je l'ai appelé personnellement, je lui ai parlé. Tout le temps, dans la presse, tu m'as interviewé, je t'ai dit qu'on attendait Mami Ndiaye. On a fait tout le travail. Mais c'est son club qui n'a pas voulu la libérer parce qu'il n'y avait pas à son poste une personne capable de la remplacer. C'est la réponse qui a été servie par l'équipe. Par le club, oui. Mais à un moment après, puisqu'on ne peut pas forcer le club à la libérer, on ne peut pas continuer aussi à nous battre de ce côté-là. On continue à travailler avec les filles qui sont là. Tout à fait. Mais moi, j'ai envie même d'aller plus loin. C'est vrai que Mami Ndiaye, c'est un personnage dans ce foot féminin qu'on connaît, ça fait des années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas quand même temps de penser à la relève, aussi bien sur le plan national qu'international? Et là aussi, je suis inquiète quand je vois qu'on a des joueuses qui sont à l'extérieur, mais qui jouent dans des championnats amateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, ou en tout cas, les Sénégalaises ne jouent pas à un très haut niveau. C'est ça le problème aujourd'hui qu'on a. On n'a pas de filles à Arsenal, on n'a pas de filles à Guingamp, on n'a pas de filles à Lyon. C'est ça le problème qu'on a. Donc aujourd'hui, je préfère me focaliser sur ça. Vous avez parlé tout à l'heure de revoir ce groupe-là. Aujourd'hui, depuis 3 ans, avec Diaby, on a commencé à mettre du sang neuf. On a commencé à mettre des jeunes joueuses. Aujourd'hui, à 60%, ce groupe-là a été remanié par rapport au groupe qui allait à la CAN. Il n'y a que 4 ou 5 joueuses qui ont fait la CAN et qui sont là pour accompagner les autres. Dans ce groupe-là, nous avons fait jouer une joueuse qui vient directement de la sélection U20. Elle s'appelle Meta Kamara. Elle a été titulaire sur les 4 matchs que nous avons joués ici. Au niveau de l'attaque, Binta Diakhaté, Ngenar Ndiaye, Mama Diop, elles ont 21 ans. Plus Lendey Kane. Donc on a un groupe jeune qui est là. Mais il faut les faire accompagner par des joueuses qui ont un peu d'expérience. Et ces joueuses-là, je suis désolé, quand j'ai entendu quelque part, j'ai vu qu'on parle de filles vieillissantes, ces filles n'ont que 30 ans. Ça veut dire, c'est aujourd'hui, si vous demandez à Messi, à Cristiano Ronaldo, à Suarez de sortir du football, parce qu'ils ont 30 ans aujourd'hui. C'est les meilleurs. Et aujourd'hui, ces filles-là ont montré encore qu'elles sont capables de tenir la trajectoire et qu'elles ont montré beaucoup de choses à cette équipe. Mais coach, quand on parle de filles qui ont 30 ans et que nous, dans 2 à 4 ans, on veut faire quelque chose avec ce groupe, là, ça pose problème. Est-ce qu'on ne sera pas obligé de recommencer encore après 4 ans? Non, le processus, c'est de faire accompagner les nouvelles par les anciennes. On ne peut pas mettre un groupe tout neuf, c'est pas possible. Tout à fait. Il faut qu'on parte des acquis. Et ce sont ces filles-là qui sont aujourd'hui gardiennes du temple, qui connaissent la maison, qui connaissent comment voyager en Afrique, c'est quoi le contexte africain. Parce que les jeunes filles qui viennent d'arriver là, elles n'ont pas compris tout ça. Mais est-ce que cela n'a pas joué également contre vous, le fait que vous ayez un groupe avec des filles qui n'avaient jamais pris l'avion? Il y en a pas beaucoup. Le Nigeria, c'est loin. Oui, heureusement pour nous, on a voyagé en même temps que l'adversaire. Donc on n'avait pas beaucoup de problèmes pour nous plaindre. Parce que chaque fois que les filles ont voulu se plaindre, on leur a dit, regardez les autres, elles ont fait le même truc que vous. Donc il n'y a pas à se plaindre. Mais aujourd'hui, les voyages en Afrique, vous savez ce que c'est. C'est des conditions extrêmement difficiles, mais il faudrait que les filles aient l'habitude de le faire. Très bien. Alors Mamoussa, vous disiez qu'il fallait accompagner ces jeunes, en tout cas ces jeunes joueuses qui ont intégré l'équipe nationale, mais est-ce que ça risque pas d'être difficile? En tout cas, nous allons suivre ce reportage, Malal, quand on sait que le foot féminin n'est pas vraiment bien loti dans ce pays. Ce n'est un secret pour personne. On sait que cette discipline manque de tout, manque d'infrastructures, de moyens, encore de couverture médiatique. Raison pour nous de nous intéresser donc à ce championnat national avec l'équipe la plus titrée du Sénégal, les Sirènes de Grand Yoff, coachée par Pape Laye, entraîneur de l'équipe nationale du U20. Les Sirènes manquent elles aussi de tout dans un championnat qui accuse déjà 13 journées de retard. Suivons ce reportage de Mamadou Ndiaye. C'est sur ce terrain sablonneux du centre Talibou Dabo de Grand Yoff que les Sirènes s'entraînent, mais cette équipe au palmarès incroyable manque de tout. Pourtant, 5 joueuses ont été sélectionnées en équipe nationale pour les éliminatoires de la CAN 2016.
j'étais en sélection à l'équipe nationale. Le Nigeria, c'est une grande équipe. Nous, on vient juste de commencer. Bon, j'encourage les filles aussi, puisque j'y étais pas. Mais je fais partie du groupe aussi. On est tous derrière eux. C'était pas facile. Juste. C'est une grande équipe. Bon, nous, on vient juste de commencer pour y aller. Bon, on les encourage quoi aussi. Ça commence à partir de chez nous. Parce qu'il nous faut vraiment un championnat qui est très bien organisé. Parce que si on n'a pas un championnat qui n'est pas bien organisé, comme on l'a remarqué cette année avec beaucoup de matchs de retard, on aura toujours des problèmes parce que les filles ne sont pas compétitives et que d'autres pays comme par exemple le Nigeria, vous voyez, ils ont un championnat chez eux, ils ont un championnat régulier, hein, un très bon championnat de bon niveau avec aussi des professionnels qui jouent un peu partout dans le monde. Ça c'est un acquis. Le Sénégal peut l'avoir, mais ça il faut aussi que la fédération y veille par rapport à l'organisation de ce football féminin là. Un championnat de 8 équipes seulement qui accuse 13 journées de retard. Sans parler du manque de moyens chroniques des clubs féminins. Voilà qui pourrait expliquer l'échec des Lions lors du dernier tour des éliminatoires de la CAN. La fédération doit y veiller parce que c'est au niveau de la programmation. Parce que à chaque journée, tu vois 2 à 3 matchs de retard qui est dû vraiment. Moi, je ne peux pas comprendre la situation. C'est dû à quoi? Ça, c'est pas quelque chose qui nous réconforte, nous en tant que techniciens, pour un bon déroulement du championnat et aussi pour la bonne marche de ce football féminin. On n'a pas un bon championnat qui est régulier. Vraiment, ça aussi, c'est déplorable, c'est écœurant. Des moyens, une meilleure organisation du championnat, mais aussi une bonne relève pour assurer la progression du football féminin au Sénégal. Alors, coach, est-ce que réellement on a le droit d'avoir des ambitions? Quand on voit un peu le tableau peint avec ces sirènes qui sont les plus titrées au Sénégal, quand vous parlez de jeunes qui doivent être accompagnés, quand on voit l'état actuel de ce football féminin, est-ce qu'on a le droit réellement de se projeter même? Bien sûr que oui. Parce qu'en fait, on voit des problèmes, mais on ne voit pas ce qui a été fait avant. Le premier championnat au Sénégal s'est tenu en 1999. Donc c'est un jeune football qui est au niveau aujourd'hui à titre expérimental, hein, ce football-là. La première équipe nationale date de 2002. Donc, on n'a que 14 ans. Donc, on est encore à ce niveau-là, au niveau du balbutiement. Et malgré tout, notre équipe nationale s'est qualifiée pour une CAN. Aujourd'hui, le championnat, il se termine, hein, il se joue, il se termine. Il y a 4-5 ans derrière, on jouait le championnat jusqu'à un certain niveau. À la fin, on arrête, on dit, ça s'arrête ici, les champions c'est tel. Mais aujourd'hui, il y a un championnat avec 2 niveaux. Première division, deuxième division. Et des matchs qui sont programmés. Peut-être qu'il y a des retards, il y a des problèmes de terrain. Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes de terrain, même pour la Ligue 1. On va y venir. Je veux dire qu'il y a des problèmes. C'est réel. Mais il y a des avancées aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 2 sélections. Une sélection A et une sélection U20. Il faut maintenant aller vers la catégorisation. Il faut aller encore en profondeur dans les réformes. Mais il y a des choses qui sont déjà faites. Mais coach, on sait, ce n'est un secret pour personne, que la FIFA injecte beaucoup d'argent dans le football féminin. Et le Sénégal fait partie des pays qui reçoivent de l'argent pour développer cette discipline-là. Est-ce que vous, acteurs, vous sentez cet argent-là? Est-ce que c'est réellement injecté dans la pratique de cette discipline? J'espère que vous maîtrisez bien ce que vous dites. Parce qu'effectivement, on parle de cet argent-là injecté par la FIFA. Vous allez demander, il faut faire des enquêtes là-dessus. Et vous verrez que ça ne peut même pas prendre en charge l'organisation d'un championnat. Les gens en parlent comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est de la poudre aux yeux? Non, on a beaucoup de choses à faire dans le football féminin. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai dit que cet argent-là ne peut pas le faire. Il va où, cet argent? Dans le football féminin.
Dans quel comportement? Ça, vous demanderez à la fédération. Mais pour ce que j'en sais, c'est au niveau du remboursement des titres de transport, des équipes. Les équipes sont prises en charge par rapport à leur remboursement, l'organisation des matchs. Aujourd'hui, il y a un championnat régulier, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une Coupe du Sénégal, c'est régulier. Pour moi, il y a beaucoup d'avancées dans ce football-là. Il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était un problème pour que les filles jouent. Les parents ne l'acceptaient pas. Aujourd'hui, il y a une acceptation. Aujourd'hui, il y a une équipe A, qui est une équipe nationale, qui est logée à la même enseigne que les autres équipes nationales. On a fait 2 mois de regroupement femmes dans les mêmes conditions que les autres sélections. Peut-être pas de la sélection A, parce que là, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais il faudrait les faire petit à petit. Ça peut pas venir... Qui doit les faire? Parce que j'imagine également que la fédération, à elle toute seule, ne peut pas prendre en charge l'organisation et du championnat, la gestion des clubs. Mais on a l'impression que ce foot féminin, c'est un peu partout pareil. D'ailleurs, même dans le monde, bon, on n'a pas cette popularité, n'attire pas forcément. Mais qui doit faire quoi pour que ça avance? D'abord, la presse. On y est, nous. On a commencé. Oui, vous avez commencé. Je dis, Mme Fatou, ce que je pense par rapport à ça. La presse n'aide pas ce secteur-là. On me dira les matchs se jouent à 8 heures. Du matin. Donc, on ne peut pas amener d'équipe. La sélection A s'entraîne le matin. Et il y a toutes les télévisions du Sénégal. Non, je ne suis pas en train d'attaquer, mais je voulais comparer. J'ai fait 2 mois en regroupement avec cette sélection-là. Je n'ai pas vu une équipe de télévision. On écarte la Guinée. On ne voit personne. C'est au moment où on est éliminé, on se fait inviter comme si c'était pour mettre... Si vous étiez qualifié aussi... On vous aurait invité. Oui, parce que ce serait le miracle. Absolument, ce serait le miracle. Mais aujourd'hui, il y a du progrès de fait. Et tout le monde doit accompagner. Non, j'étais en train de... Je vais parler plus sérieusement. Je vous dis que c'est un travail où chacun doit mettre du sien. La presse, la fédération, le ministère, les populations, les parents, les clubs. Aujourd'hui, je pense que les clubs s'organisent mieux. Il y a 3 ans, le championnat, c'était la chasse gardée d'une seule équipe. Aujourd'hui, on voit un nivellement aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'équipe de Médour, l'équipe du Casa Sport, l'équipe de Ahmed Fall, l'équipe des Tigresses de Thiès, l'équipe de Paplay, mais il y a un championnat qui est régulier et ça monte. Ça monte. Les filles jouent et jouent beaucoup. Quand on rencontrait le Nigeria, les filles avaient 7 matchs dans les jambes. C'est pas rien. Contrairement à ce qui se passait avant. On attendait 1 semaine pour mettre les filles. Là, on a mis 2 mois. Je pense que ce sont des avancées. C'est pas encore assez. Mais juste pour rebondir, c'est pas vous faire un compliment, mais je dis aussi que la Fédération sénégalaise de football rend service au football féminin en mettant aussi un monsieur comme vous qui connaît un peu, qui a un background, pas forcément d'entraîneur d'équipe nationale féminine, mais qui est un coach tout simplement. Et je pense que aussi, ça peut aider. Oui, ça peut aider. Coach, moi, je voulais également parler de ce championnat national. Parce que moi, j'ai parlé à des gens qui sont dedans, des entraîneurs d'équipe féminine. Quand on me dit, par exemple, qu'on joue le championnat à Toubab Dialaw, les matchs du championnat depuis 2-3 journées, on le joue à Toubab Dialaw. Et les subventions données par la fédération aux équipes féminines arrivent en retard. Pour une équipe comme celle de Grand Yoff, par exemple, qui doit aller jouer à Toubab Dialaw, elle doit dépenser au bas mot 82 000 pour son transport, la nourriture et les primes. Et elle n'a pas de subvention. Ça aussi, c'est un blocage. Quand une équipe qui n'a pas de subvention doit dépasser toutes les semaines 82 000 et ça doit sortir des poches de ces dirigeants-là, ça aussi, c'est un problème. C'est des problèmes. C'est pourquoi moi, j'ai parlé de la subvention. Pour régler la question des terrains, elle a voulu se rabattre sur Toubab Dialaw, où c'est parfois libre. Mais pourquoi ne pas vous faire jouer la nuit à Demba Diop tranquillement à partir de 20 ans. Les gens auraient dit pourquoi faire jouer les filles à la nuit. Non, en fait, je pense aujourd'hui. Je pense aujourd'hui que le football... Oui, non, mais Mamoussa, je pense que par rapport donc, à l'attraction, le déplacement des médias, parce que vous critiquez la presse, mais ça a aussi un coût d'aller à Toubab Dialaw toutes les semaines. Il n'est pas dit que toutes les chaînes de télé, et chaque semaine, on a aussi ces moyens-là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas couper la poire en deux? Au moins, à Demba Diop, on est sûr qu'un match sur 3, on pourra aller le voir. À Toubab Dialaw, c'est pas... Mais on a même un problème pour organiser les matchs à Demba Diop. Les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de National 1, tous les matchs ne peuvent pas se tenir à Demba Diop. Vous savez mieux comment ça.
Les équipes ont un problème pour s'entraîner là-bas. Au stade Amadou Barry Oui, il y a des matchs à Amadou Barry. Voilà. Et le match Tigres-Sirène, c'est joué là-bas. Mais parce que dans l'après-midi, les équipes... Mais quelle idée aussi de programmer des matchs à 8h du matin. Les joueurs, les joueuses, elles se lèvent à quelle heure? Elles vont s'échauffer à quelle heure? Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas la meilleure chose possible. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Où est-ce qu'on va mettre ça? On aurait bien voulu avoir un championnat. Le championnat sénégalais, je ne parle pas du football féminin, du football sénégalais, qu'on puisse mettre les matchs. Là, on a des matchs le mardi, le mercredi, les gens ne viennent pas parce que les gens vont au travail et tout. On aurait bien voulu avoir tous les matchs durant le week-end. Mais ça suppose qu'on ait assez d'infrastructures pour ça. Tout à fait. Très bien. Mais donc le problème, il est global. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, il est global. Et maintenant, il faudrait que tout le monde pâtisse quelque part de ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je puis vous dire, parce que je suis à l'intérieur, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits par la fédération pour accompagner ce football féminin. Et puis vous avez un discours assez positif, malgré les difficultés, parce que quand on voit le reportage, on ne peut pas être optimiste. Vous avez vu un club. Je ne parle pas de club. Je ne suis pas responsable de club. Mais les clubs sont... L'équipe nationale, c'est l'évaluation des clubs. C'est le développement du football féminin. Il y a deux phases. Soit on commence par la base avec les clubs et ça remonte, soit on commence par une équipe nationale forte et ça déteint sur les clubs. Okay. C'est une autre forme. Et aujourd'hui, c'est votre option à vous, de commencer par le haut pour descendre plus bas? Est-ce qu'on a la possibilité de faire autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui les entraîneurs qui sont dans les clubs sont assez outillés pour faire progresser les filles? Est-ce qu'aujourd'hui les clubs ont les moyens d'entraîner les filles dans les conditions d'entraînement de l'équipe nationale? Est-ce qu'aujourd'hui toute la logistique est là à Toubab Dialaw? C'est le problème de moyens qui revient. Wow. Il est récurrent à tous les niveaux. Maintenant, c'est une organisation et aujourd'hui, quand les sponsors seront là, parce que les télévisions seront là, mais effectivement, il y aura un c'est pas gagné d'avance. Alors, on va enchaîner avec la 20e journée de Ligue 2. Là, directement, les résultats, cher Tidiane. Voilà, avec Teungueth FC qui s'impose devant le port autonome de Dakar 2-1. Yego Dara 1-0 pour Yego. Génération Foot qui bat la Speakin 1-0. Dargate Asfa 1-0. Et puis le classement, Teungueth FC leader avec 46 points, suivi de Génération Foot 43 points. Margate est 3e avec 32 points en bas de tableau. Asfa 13e avec 17 points. 14e Dara avec 7 points. Merci cher Tidiane. On enchaîne avec l'équipe nationale junior qui entre en regroupement à compter de demain au centre de développement Jules-François Bocandé. Le sélectionneur Joseph Koto a convoqué 28 joueurs pour un stage d'une durée de 3 jours. L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans, exemptée, vous le savez, du premier tour des éliminatoires de la CAN dans la catégorie, a hérité de la Tunisie pour le prochain tour des qualifications. L'équipe tunisienne s'est qualifiée aux dépens de celle du Niger, avec laquelle elle a fait match nul 1 partout samedi à Niamey. Après une large victoire à l'aller 3-0, la manche allée de la confrontation du Sénégal contre la Tunisie est prévue entre le 20 et le 22 mai. Le match retour est programmé entre les 10, 11 et 12 juin. On enchaîne avec l'équipe nationale A. Voilà, l'équipe nationale A du Sénégal. Qui va préparer son match amical contre le Burundi. Non, le Rwanda. Non, le match contre le Burundi avec un match amical contre le Rwanda. Voilà, donc avec un camp d'entraînement Rwanda, donc comme le disait Malal, suivi d'un match amical contre la sélection rwandaise. Une mission avancée doit se rendre à Kigali et à Bujumbura la semaine prochaine. C'est ce que fait savoir le vice-président Ablaye Sow. On rappelle que bien sûr le Sénégal est leader du groupe A, a besoin juste d'un point pour valider définitivement sa qualification à la CAN, prévue au Gabon, et qu'il rencontre donc le 3 juin prochain le Burundi. Alors, nous recevons sur ce plateau Monsieur Babou Biram Faye, qui rejoint donc Mamoussa Cissé. Il est donc conseiller en communication au sein du CROUS, mais également coordonnateur du comité d'organisation. Vous organisez un tournoi universitaire international de football. Parlez-nous de ce tournoi. Merci Mme Fatou et bonsoir tout le monde. Bonsoir Malal et Cheikh Tidiane. Alors je vais rectifier un peu parce que je ne suis pas le coordonnateur du tournoi. Du comité d'organisation? Oui, c'est plutôt Madame Khan, Madame Rakiba Khan, qui est la coordonnatrice du comité d'organisation du TUFOOT. On l'appelle TUFOOT parce que c'est le tournoi universitaire international de football.
Bon, je suis donc le chargé de communication de ce comité d'organisation. Alors, bon, le tournoi universitaire international de football, comme on l'appelle, et comme vous le savez, donc, un tournoi qui va regrouper les universités du Sénégal, publiques comme privées, avec quelques universités de la sous-région. On peut parler de la Mauritanie, par exemple, de l'université de Nouakchott et de l'université de Bamako, plus une autre université de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le concept, comme vous le savez, c'est le sport au sein de l'université, de l'espace universitaire. Comme vous le savez, l'université Gaston Berger de Saint-Louis s'est illustrée ces dernières années dans le sport, notamment le basket, mais également, vous savez que le football commence à émerger là-bas également. On est allé jusqu'en finale l'année dernière en NE. Donc, on s'est dit qu'il ne faut pas tout simplement se dire que l'université Gaston Berger de Saint-Louis est une université d'excellence par la recherche du savoir, mais également il faut qu'on essaie de faire de telle sorte que le sport soit également un élément dans ce qu'on appelle l'excellence au niveau de l'IGB. Voilà, c'est pourquoi on a jugé nécessaire d'organiser ce tournoi. L'année dernière, on avait plutôt organisé un tournoi de basket. On a dit qu'il fallait commencer par le basket parce que le basket, c'était la discipline qui nous a amené beaucoup de trophées au niveau de la l'IGB. Maintenant, mais aussi, il ne faut pas oublier le football parce qu'on veut quand même essayer de faire... Voilà, on veut essayer quand même de faire quelque chose au niveau du football également. Un tournoi doté du trophée du chef de l'État, le président Macky Sall, c'est prévu du quand au quand? À partir de demain, donc 26 avril jusqu'au 2 mai 2016. La finale donc est prévue le 1er mai, le dimanche. D'accord, très bien. Elles sont déjà là, les universités participantes? Oui, bon, en fait, on vient de recevoir la délégation du Bénin aujourd'hui, parce qu'il y a l'université de Cotonou qui devait participer, mais malheureusement, il y a eu une contrainte. Et maintenant, le CRU, comme on l'appelle là-bas, c'est-à-dire le centre, je pense, régional des œuvres universitaires, qui a jugé nécessaire quand même de nous envoyer une délégation pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, bon, on a l'aval de l'université de Nouakchott, par exemple, qui sera là, qui était là l'année dernière. Et le Mali également, jusqu'à ce soir, il devait arriver. Maintenant, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Alors, le tournoi va se jouer comment? Est-ce que ce sera par rapport au programme, par exemple, des étudiants, pour que il y ait un côté populaire, une participation massive? Exactement. Comment ça va se passer? Voilà, parce que ce qu'on recherche, Mme Fatou, c'est plutôt l'engouement au sein du campus universitaire. Vous savez, bon, on s'est rendu compte qu'à cette période de l'année, les étudiants sont un peu, comme on dit, sur le qui-vive par les études, ils sont un peu stressés et tout. Donc il faut peut-être chercher un moyen de les décontacter, d'essayer de faire de telle sorte qu'ils oublient un peu les études le temps d'une semaine au moins. Et on s'est rendu compte que l'année dernière, ça a marché. Hein, parce que je pense que Malal était là-bas. L'année dernière, on a organisé le tournoi de basket en période de grève. Et quand on a voulu faire venir le ministre, la première dame, qui était la marraine, certains étaient sceptiques, hein, parce qu'ils disaient que le milieu universitaire, c'est complètement insondable. Il fallait donc faire attention. Mais on s'est rendu compte que c'est Madame Mariam Sarr qui était venue au nom de la première dame. Et elle était agréablement surprise. Parce que tout simplement, les étudiants à ce moment-là, où on pensait qu'il allait peut-être saboter, faire quelque chose, ils se sont rendus compte que vraiment c'était pour eux. Parce que, je le rappelle, le CRUS, la raison d'être du CRUS, le Centre régional des œuvres universitaires, c'est plutôt le bien-être de l'étudiant. Que ce soit en sport, faire l'hébergement des étudiants, la restauration, etc. C'est tout simplement le bien-être des étudiants. Est-ce que vous avez l'adhésion des populations saint-louisiennes par rapport à ce tournoi? C'est là-bas où on a commencé d'ailleurs. Parce que quand on faisait le marketing de l'événement, on est allé voir d'abord les autorités locales. Par exemple, le gouverneur,
l'inspecteur des sports, etc. On a fait le tour de toutes les autorités. Après, maintenant, on est venu à Dakar. Parce qu'en tournoi de ce genre, on a un budget de 52 millions et poussière. Il nous fallait trouver peut-être des gens, des mécènes, des gens qui peuvent nous accompagner. Et on s'est rendu compte que quand on est venu aussi à Dakar, il y a des gens vraiment qui sont été vraiment réceptifs. Peut-être après, je vais citer quelques-uns, mais on va faire l'économie des citations. Mais voilà, donc c'est du 26 avril au 1er mai. Comment va se passer le tournoi en tant que tel? Les compétitions. Les compétitions, bon, en fait, on a juste 12 équipes qui sont là, c'est-à-dire des universités, voilà, c'est déjà bon. Et puis bon, on a fait le tirage. Mais en fait, on voudrait faire de telle sorte que tous les matchs se passent dans le campus universitaire, parce que c'est important. Le matin, le soir? Le matin, un match le matin, un match le soir. Parce que, bon, en fait, ce qu'on recherche, l'année dernière, par exemple, je peux rappeler ce qui s'est passé avec les gens de Ziguinchor, de l'université de Ziguinchor. On voulait les loger à un hôtel qui n'est pas loin de l'université, mais ils ont refusé. Ils nous ont dit, non, on préfère vivre avec les étudiants de Saint-Louis, dans le campus, le temps de la compétition. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce n'est pas trop la compétition qui est importante. Ce qui est important, c'est l'intégration, l'échange. Voilà, parce que même dans nos termes de référence, on a bien mis que l'idéal, c'est de passer par le sport pour réussir l'intégration africaine. Tout à donc fait. c'est ça, voilà. véritablement. Merci Monsieur Babou Faye d'avoir donc rejoint ce plateau. Je rappelle donc le TUI Foot, c'est le tournoi universitaire international de football qui sera accueilli donc du 26 avril au 1er mai par l'université Gaston Berger. Donc voilà, une fête pour les étudiants, avec les étudiants. Alors Mamoussa, un dernier mot sur le foot féminin. Quelles sont les perspectives, quelles sont les prochaines échéances avec l'équipe nationale féminine? Des regroupements périodiques pour consolider ce groupe-là. Parce qu'effectivement, je pense que les Sénégalais ont vu qu'il y avait de la matière dans ce groupe-là. Un groupe jeune, mais un groupe talentueux quand même. Et perfectible. Perfectible, très perfectible. Hein. Donc il fallait continuer à travailler avec ce groupe-là. Et les prochaines échéances, c'est d'avoir déjà les éliminatoires des Jeux africains en 2017. Donc le Sénégal est impliqué. Il faudrait déjà faire en sorte que ce groupe-là puisse passer et participer à cela. Et la prochaine étape, c'est la prochaine CAN. Et pourquoi pas organiser une CAN ici au Sénégal. Donc je pense que... Mais comme il l'a dit tout à l'heure, il faudrait que le football féminin rentre dans les universités et dans les écoles. C'est là où se trouve la... Je pense qu'il y a une campagne de séduction quand même à faire par rapport à ce foot féminin. Et Mme Fatou, je viens de te coopter pour ce travail-là parce que vraiment aussi on a besoin de ça. Je crois que c'est malade et cher. Non, c'est une dame, il faudrait qu'elle vienne avec nous. Je suis sûr que si Mme Fatou nous accompagne, on fera ce travail-là. On sera derrière elle. On va voilà. Ce serait beaucoup plus efficace. Non, mais vous avez déjà commencé à le faire et je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les Sénégalais connaissent mieux leur équipe nationale pour avoir vu ces deux matchs-là à la télé. Il y a eu beaucoup de reportages, beaucoup d'émissions et on va continuer le travail pour que ce soit encore plus visible et qu'on puisse travailler. Que ça rentre plus dans les maisons. Dans les maisons. Ça a plus d'impact. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Monsieur Faye, bonne chance pour l'organisation de ce tournoi. Merci à vous et voilà, bon retour sur Saint-Louis. Sans transition, nous allons parler pétanque. Pétanque. Voilà. Moi j'ai le basket, mon Fatou. Si vous Décidément. voulez, je peux vous en parler. Personne n'a la pétanque, c'est pas grave. Donc on va parler de la 13e journée du championnat national qui a vécu ce dimanche, organisé par le Soumbédioune Pétanque. Toutes les régions du Sénégal ont participé à cette tournée dans un boulodrome de Saldia rempli. Une belle occasion pour promouvoir donc cette discipline. Reportage Nafisila, image Papfal. Je suis club Thiès. J'habite à Nangan Campement. Je suis là pour Barnier. Je viens représenter la commune de Rose-Béthio. Ousmane Ba, président de la Résistance Pétanque de Saint-Louis. 178 joueurs venus de toutes les régions du Sénégal. Un record pour ce tournoi du club de pétanque de Soumbédioune à l'occasion de cette 13e journée du championnat national. Une satisfaction pour les acteurs. La pétanque, c'est une grande famille. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. Nous avons aujourd'hui de très très bons joueurs de pétanque et donc le but pour chaque club, c'est d'organiser un concours dans l'année, toujours sous l'égide de la fédération. La pétanque aussi, c'est une famille.
la boule amicale de Soumbédioune, grâce à notre président, M. Omaïs, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'ensemble des joueurs soient mis dans des très bonnes conditions. C'est sur ce boulodrome de 12 à 15 mètres que les amoureux de la pétanque se retrouvent tous les dimanches. La pétanque est une passion pour ces acteurs plutôt décontractés. La pétanque, c'est une passion pour moi. C'est notre passion et on trouve que c'est parfait. Donc on est heureux, on est là. Une passion qui en plus nourrit bien ses hommes. Par exemple, pour ce tournoi, chaque équipe reçoit 500 000 ou plus en guise de prime de participation. Bi 500 000 c'est bien. En doublette. 2 personnes yu ne voilà am na ay triplette ay 600 000 amoon na fi ay tournoi 1 200 000 yooyu lañ bëgg ñun joueurs yi. Merci au président de la Fédération sénégalaise de sport boule. Et je pense que si on a des bonnes volontés, comme Omaïs, comme le président de la Fédération sénégalaise de sport boule, la pétanque sénégalaise sera de l'avant. Faute d'espace, le tournoi se joue même en dehors du terrain et cela s'ajoute à son charme. On n'a pas dans les terrains quadrillés 80 terrains de pétanque. Donc pour les premiers tours, la première phase de tour, ce qui se passe c'est qu'on est obligé de jouer, et c'est ça le charme de la pétanque, c'est qu'on peut jouer dans n'importe quel terrain. En compagnie des pays du Maghreb, de la Côte d'Ivoire, le Sénégal fait partie des meilleures équipes du continent. L'équipe sénégalaise de pétanque a ainsi décroché 2 médailles d'or lors des derniers Jeux africains de Brazza. Nous parlons à présent d'arts martiaux, vous l'aurez compris, cher Tidiane, avec les championnats régionaux. Oui, 12 clubs de Viet Vo Dao ont pris part au championnat régional USV qui a eu lieu au dojo national. Le Vodoc des Parcelles Assainies s'est hissé sur la plus haute marche des podiums avec 23 médailles. Plus de détails avec Marianne Sivadiop. 12 clubs affiliés à l'Union sénégalaise de Vovinam Viet Vo Dao ont pris part samedi aux championnats régionaux au dojo national. Une compétition qui a enregistré la participation de plus de 110 Voching qui se sont bien comportés dans l'ensemble, souligne le directeur de la compétition. On a vu aussi la participation massive des Voching de Dakar. Donc je dis satisfait de la participation des éléments qui sont à Dakar. Au fil des années, on sent une amélioration et une maîtrise de ce qu'ils font. À chaque fois que les gens participent, ils maîtrisent ce qu'ils font. Donc par rapport à toutes les techniques qu'on fait au Vovinam Viet Vo Dao, on sent une maîtrise des Voching qui y participent. Au cours de ces championnats, la question de la réunification de la famille du Viet Vo Dao est également revenue. Le ministre des Sports devrait aussi essayer de réunir la famille du Viet Vo Dao pour qu'on se retrouve sur table et on essaye de parler. C'est cette message-là que je lance. Au terme de ces joutes, le Voduc des Parcelles Assainies s'est classé premier avec 23 médailles, dont 11 en or, 6 en argent et 6 autres en bronze. Ils sont suivis de la GFT et de la ville de Dakar. Voilà le dossier sur les arts martiaux avec donc le Viet Vo Dao qui n'a pas goûté aux délices d'une fédération malgré son arrivée ici en 1985. Des divergences qui remontent à 2006, date à laquelle ces pratiquants se sont scindés en 2 camps, le Comité national provisoire et l'Union sénégalaise de Viet Vo Dao. Après 10 ans de mésentente, les 2 camps ont la volonté de se réunir pour aspirer plus tard à une fédération. Ils interpellent d'ailleurs le ministre des Sports pour accélérer le dossier. Un reportage préparé par Marianne Sivadiop. Si au Sénégal, la plupart des disciplines sportives sont regroupées en fédérations, tel n'est pas le cas au Vovinam Viet Vo Dao. Venu du Vietnam, cette discipline martiale arrive au Sénégal en 1985 grâce à Maître Abdoulaye Sène, aujourd'hui ceinture noire 6e dan et membre du Conseil mondial des maîtres. Affilié d'abord à la Fédération sénégalaise de karaté, le Vovinam Viet Vo Dao devient en 2001 un comité national provisoire, CNP. Cette nouvelle entité est reconnue et validée par M. Joseph Ndong, alors ministre des Sports. L'installation du Viet Vo Dao n'a pas été un long fleuve tranquille. Après seulement 5 ans de compagnonnage, surviennent les problèmes. Une scission se crée, il y a le CNP, présidé par Seydina Diouf, et l'association Vovinam Intercontinental Sénégalais, qui deviendra par la suite l'Union sénégalaise de Vovinam Viet Vo Dao,
USV, dirigé par Mansour Fall. À l'origine de la dite scission, l'interdiction faite aux hauts gradés d'enseigner le Viet Vo Dao. Il y a aussi l'absence d'un maître reconnu par tous. Conséquence, les deux entités participent à des compétitions africaines et mondiales différentes, même si les dirigeants des deux camps relativisent. Le Vovinam Viet Vo Dao certes a des problèmes parce que à chaque chose qui prend de l'ampleur, il y a toujours des failles de part et d'autre, ou bien des trous, ou bien des divisions. Mais ils ne sont pas des ennemis de part et d'autre. Au début, c'était la guerre. Au début, c'était les médias, l'autre il va écrire un article, après nous on riposte, et ainsi de suite. Mais au fil du temps, tu comprends que c'est pas ça la vie. Sachant qu'on ne peut rien obtenir dans la division, le CNP et l'USV ont montré depuis quelques années la volonté de se retrouver pour plus tard aspirer à une fédération. Une initiative saluée par Sensei Yatmelo. On ne peut que déplorer ce genre de division. Mais depuis plusieurs mois, on a senti qu'il y a la volonté des uns et des autres de pouvoir se retrouver. Ils sont en train d'arrondir les angles pour se retrouver parce que seule l'union fait la force. Les arts martiaux, c'est ça. C'est être ensemble, travailler ensemble, tout en se respectant les uns et les autres. Je pense que ça ira, Inch'Allah. Mais des deux côtés, on note des lenteurs et le ministère des Sports est indexé. Moi, des fois, je me pose la question, est-ce que même les ministères, ça les intéresse même que les fédérations là, vraiment? Parce que des fois, il y a des problèmes qui sont très faciles à régler. Mais il reste toujours, parce que nous aussi, s'ils nous disent venez, on va venir. Mais des fois, ils savent, lui, il sait bien qu'il y a un problème dans le Vovinam. Mais depuis qu'il est là, il n'a pas parlé de ça. Moi, ce que je veux, c'est que la grande famille se retrouve et former un bloc. Moi, c'est mon souhait. Pour le CNP, tout comme l'USV, cette ambition de symbiose est certes salutaire. Mais l'État devrait davantage prendre ses responsabilités pour faciliter leur réunification. Que le ministre convoque, dit je veux à telle période, il faut que telle chose soit ça. Sinon, toutes les salles qui ne sont pas autorisées à cela, je les ferme. Mais si le ministre donne le feu vert, ce sera respecté à la lumière près. Et c'est des problèmes des fois qu'on peut résoudre le début facilement. Maintenant, on laisse ça, on va laisser jusqu'à ce que la chose devient encore très compliquée. La fédération, il est temps. Le Vovinam est là depuis 1985. L'ambition, c'est quoi? C'est que le Vovinam arrive au même niveau que les grandes disciplines telles que le judo, le taekwondo, le karaté. Du côté du ministère des Sports, le directeur des activités physiques et sportives indique qu'il fera de son mieux pour unir les deux camps. En attendant, les Voching prient pour que leur art martial se regroupe autour d'une fédération, à l'image des autres disciplines sportives au Sénégal. Maria Siva, merci. Parlons à présent des préparatifs de la 3e édition de la Grande Nuit du Tatami, prévue samedi prochain au Théâtre National Daniel Sorano. Sensei Yatmalo, initiateur de cette manifestation, nous en dit un peu plus. Pour l'heure, je crois que la mobilisation est grande au niveau des différentes disciplines. La première édition, on avait 9 disciplines. Cette année, on est à 15-16 disciplines. On va primer les meilleurs au niveau de 8 disciplines. Cette année, c'est judo, karaté, taekwondo, kung fu, Vovinam, Viet Vo Dao, jujutsu, nambudo et tir. Et parmi les 8, maintenant, on va sortir le meilleur budoka de l'année. L'innovation de cette année, c'est le budoka du cinquantenaire. Les 3 noms de dames que nous allons honorer, puisque ce sont des arbitres au niveau international, c'est Ndoumbe Fall du karaté, il y a Amin Kolembeng du judo et Antegei du taekwondo. Voilà en un mot ce que nous allons faire le 30 avril à Sorano, tout en pensant que le ministre des Sports va venir présider la manifestation. Voilà, donc la page arts martiaux se referme. On parle désormais de basket avec donc d'abord les résultats, on le disait tout à l'heure, de la première journée des playoffs qui a démarré, aussi bien côté garçon que côté filles, avec les dames. Cher Tidiane, le Dakar Université Club est bien rentré. Voilà, les résultats de ces playoffs. Le Duc qui s'impose devant l'Asfo 81 à 43. GIA AS Ville de Dakar 72 à
44 pour AS CVD. UGB Garaf, victoire de Garaf 53-51 après prolongation. Saint-Louis Basket Club qui s'impose devant BOP 60-46 au classement. Donc première Saint-Louis Basket Club 22 points. Deuxième Duc 22 points également. Troisième ASCV de Dakar 19 points. Quatrième UGB 19 points. Cinquième Garaf 18 points. Sixième GIA 17 points. Septième BOP 16 points. Huitième ASFO 15 points. On enchaîne avec la première journée chez les hommes. Avec cette deuxième défaite de l'AS Douane battue à Louga par Louga Basket 78-70, a enregistré également la victoire de Saint-Louis Basket Club sur l'USO 56-51. L'équipe du Duc a battu l'ASFA 60-46. L'équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a battu Sibac 58-55. Au classement, l'AS Douane est toujours première avec 25 points. Deuxième, Université Gaston Berger. Duc troisième. Quatrième, Saint-Louis Basket Club. Les militaires sont cinquième. Sixième, Wakam. Septième, nous avons l'équipe de Louga Basket Club. Et enfin, huitième, nous avons Sibac. De Dakar, nous allons à New York, aux États-Unis. En tout cas, on va parler des playoffs avec un coup de balai dans chaque conférence, des parties serrées à l'Est. Tels sont les enseignements de la première semaine des playoffs NBA qui voit aussi dans les champions en titre les Golden State qui devront apprendre à jouer sans leur superstar Stephen Curry en proie à une blessure au genou. Le round-up de la NBA signé Cher Sadibou Diarra. Vice-champion en titre, Cleveland n'a faux pour l'instant. Entre Atlanta Hawks et Boston Celtics, il y a 2 victoires pour chaque équipe pour le moment. Chacune a remporté ses matchs à domicile. Les 2 meilleures performances individuelles au scoring sont signées dans cette série. Isaiah Thomas 42 points et Paul Millsap 45. Toujours dans cette conférence Est, les 2 autres séries sont aussi serrées. Toronto Raptors et Indiana Pacers. Chacune des 2 équipes a 2 succès. Pendant ce temps, Miami Heat et Charlotte Hornets vont jouer cette nuit leur 4e rencontre. Whiteside et compagnie mènent pour l'instant 2 victoires à 1 face à la bande à Kemba Walker qui a gagné son premier match en play-off depuis 13 ans. Alors que dans la conférence Ouest, San Antonio a fait comme Cleveland en balayant Memphis 4 victoires à 0 au grand bonheur de Tim Duncan, son emblématique capitaine de 40 ans. Aujourd'hui, celui qui a plus de 1000 victoires avec les Spurs, sa seule franchise en 19 ans de carrière. Oklahoma City, du duo Russell Westbrook-Kevin Durant, est bien placé pour être son prochain adversaire. Il mène la série face à Dallas 3-1 avant le 5e match cette nuit. Nous aurons aussi la 4e rencontre entre les Clippers et Portland. Les Clippers de Chris Paul mènent 2-1 pour le moment, mais attention au duo derrière des Blazers qui a retrouvé son adresse lors du dernier match. Le champion en titre, les Golden State Warriors, eux aussi sont à 1 victoire du 2e tour. Ils mènent 3-1 leur série face aux Rockets de Houston. Pourtant, leur meneur Stephen Curry n'a joué qu'un match et demi de cette confrontation à cause de blessures, dont une au genou, mais l'adresse à 3 points des autres Warriors à 21 tirs primés lors du dernier match, un record en play-off NBA. Suivons ces belles actions pour terminer. We start the top 5 with some Tony Parker. Parker spinning right by Zebo, laying it up and in. Golden State gets the turnover. Andre Iguodala leading the break. How about a little no look to the trailer? Harrison Barnes. À présent, les buzz du web avec Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir Malal, bonsoir Cher. Bonsoir. Alors, et bien sûr, nous retrouverons en fin d'émission Madio Père pour la chronique hippisme. Alors, on va en Turquie. Donc, Mamadou Ndiaye, un fan de Trabzonspor, agresse un arbitre au moment où son équipe affronte Fenerbahçe. Oui, l'ambiance est toujours chaude en Turquie. Ça a carrément dégénéré ce week-end dans le championnat turc. Alors que les Canaries jaunes menaient largement 4-0 à la 89e minute, un fan adverse s'est ainsi lancé sur la pelouse pour agresser l'un des arbitres de la rencontre. Regarde.
yaşananlar bir kez daha ekran. Ozan Tufan, Volkan Şen. Şimdi Fernanda orada. C'est pas bien. C'est pas lourd. Alors, on va en Italie à présent avec le AK, fameux AK du Milan AC. Oui, j'ai déjà une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la AK? Oui, c'est une fameuse danse de Olba. Oui, donc direction Italie où on va découvrir l'ignoble AK des joueurs du Milan AC, version football. Ce sont des acteurs sous les couleurs du Milan AC qui ont tout simplement imité de manière grotesque le AK néo-zélandais, ce qu'il appelait le Tiki Tanka. Regardez. Ça ne restera pas dans les mémoires, croyez-moi. Et vous savez pourquoi les Rossoneri ont fait ce AK? Non. Selon la presse italienne, c'est un deal entre le club et son sponsor, assez ridicule pour les supporters. Voilà, nous partons à présent en Espagne pour ses 10 millions d'abonnés sur Instagram. Steph Curry reçoit un maillot dédicacé de Léo Messi. Stephen Curry avait lancé l'idée d'offrir un maillot dédicacé quand l'Argentin atteindra les 30 millions d'abonnés sur Instagram. Et Lionel Messi, à son tour, avait promis de rendre la monnaie quand le meneur des Warriors en serait à 10 millions de followers. Chose faite et le Barcelonais s'est exécuté. C'est une vidéo postée sur Facebook. L'Argentin félicite Stephen Curry et lui annonce qu'il va lui envoyer son maillot dédicacé. Voilà. On peut aller directement sur... Très bien. Alors, on parle de l'actu NBA toujours, mais cette fois-ci avec un drôle de fait. On pensait que ça n'arrivait qu'au stade Demba Diop. Ben non. Les coupures de courant, ça arrive aussi aux États-Unis dans les matchs. Ah oui, bien sûr. Une coupure qui a duré 20 minutes et a plongé la salle de FedEx Forum, c'est ça, la salle de Memphis, dans le noir. C'est lors du 4e match des playoffs NBA et on peut regarder la coupure. Left in the quarter, Spurs inbound the ball and out go the lights. Officially called a county-wide drop in voltage. Game delayed for 18 minutes. And when things got going again. Et le Qu'est-ce score qui du a match? dû se passer? Certainement le câble qui a pété. C'est ça. Alors, on termine avec la vidéo bonus. Oui, c'est en 3e division espagnole. Javi Gomez, le joueur, c'est le nom du joueur qui a inscrit une bicyclette de près de 30 mètres. Un geste très magnifique. Après le foot, on revient au basket. Oui, blessé au genou, Stephen Curry sera absent pendant au moins 2 semaines. C'est officiel. 2 semaines et il risque de rencontrer les Clippers. Là, c'est chaud. Hein. Il risque de rater combien de matchs de play-off? Les demi-finales. Il risque de rater complètement les demi-finales puisque 15 jours, s'ils vont jusqu'au Game 7, ça va prendre les 15 jours. 15 jours, oui. Très bien. Merci Momo Ndiaye pour ce tour du web. On vient dans quelques instants avec Madio Père pour le hippisme, mais auparavant, on va faire quand même le tour des championnats européens avec déjà cette nouvelle qui est tombée tout à l'heure. La Juve sacrée championne d'Italie à 3 journées de la fin du Calcio. Leicester et le Bayern de Munich qui y sont presque, tandis que le suspense est entier du côté de l'Espagne. Mamie Rabdiouf. De Turin, sacrée championne d'Italie, la vieille dame profite de la défaite du Napoli sur la pelouse de la Roma 1-0. Hier, les hommes de Massimo Allegri s'étaient imposés 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina. C'est le 5e titre d'affilée de la Juventus, le 32e de son histoire. En Allemagne, le Bayern Munich y est presque. Les Bavarois se sont imposés face au Hertha Berlin 2-0. Le Borussia Dortmund, de son côté, a battu Stuttgart 3-0. En Angleterre, Leicester n'est pas loin du sacre. À 3 journées de la fin, les Fox comptent 8 points d'avance provisoirement sur Tottenham. Manchester City bat Stoke City 4-0 et maintient ses espoirs d'une qualification directe en Ligue des Champions.
Le voisin United, en course pour cette place qualificative à la Ligue des Champions, a gagné son ticket pour la finale de la Coupe. Les Mancuniens qui ont éliminé Everton seront opposés à Crystal Palace de Pape Ndiaye Souaré en finale. Retenez qu'en Angleterre, c'est l'international algérien Riyad Mahrez qui a été élu meilleur joueur de la saison. L'attaquant de Leicester est le premier joueur africain à avoir cette distinction. En Espagne, la bataille pour le titre fait rage entre le Barça, Madio Père, balaa ñuy dugg ci épisme bi ñu wax juste 2 infos quand même assez importantes. Tottenham dafa def match nul tout à l'heure contre West Brom Albion. West Bromwich, voilà. Et Nancy, l'équipe de Pape Malick Diakhaté est montée officiellement en Ligue 1 française. Donc c'est 2 infos foot qui peuvent vous intéresser. Léegi nag ñu ñëw ci Grand Prix Première Dame à Louga. Ñu ngi lay nuyu Madio. Mame Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu certains di nuyu téléspectateurs yi seetaan Mame Fatou. Voilà, lan nga ñu indil tey. Mame Fatou tey maa ngi indi Grand Prix Marième Faye Sall première dame du Sénégal démb ñu ko doon amoon ca Louga ñoo amoon fa 5 catégories waaye suñu maam Ibou Kole Baaw àndoon nag CNG bu Louga yëpp CRG bu Louga yëpp tëggoon ko démb mu nekkoon Grand Prix bu am solo nekk Grand Prix boo xam ne si tamit amateur dañu koy xaar professeur dañu koy xaar ñoo fa 5 catégories première catégorie ñu ko doon daw ñu nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres premier Thanksgiving deuxième Adja Kole Fall troisième Adja Thiout quatrième Dundun deuxième course ñu ko doon daw ñu nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres premier bi nekk la Grande Royale deuxième bi Rassoul troisième bi Assane Demba quatrième bi la Mer troisième course bi ñu ko doon daw ñu nekk PDA premier de 3 ans ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres premier bi mètre deuxième trève troisième Big Boss quatrième capitaine Dina Ndiaye c'est quatrième course bi mag moo nekkoon Grand Prix Marième Faye Sall nekk Grand Prix première dame mu nekkoon Grand Prix bu neex pour les de 2 ans yi ñoo ko doon daw ñu ngi nekkoon 10 partants doon daw ci distance 1650 mètres première bi Rafet Njort deuxième bi Verama troisième bi Président Cheikh quatrième bi Bismillah Diam cinquième course bi ñu ko doon daw ñu nekk groupe 1 ñu doon daw ci distance 2200 mètres première bi Alpha deuxième bi Maxa troisième bi Serigne bi quatrième bi Grand Magal mu nekkoon 5 catégories Mame Fatou ci teewaayu ki nga xamante ni ma Abdou Ndéné Sall dañ koy déglu ci suñu micro Mame Fatou ñëwaat ci plateau bi. Bien sûr. mel nii nga xam ne ñun fas mooy suñu emblème dañuy gaawantu pour ñëw fekke ko ba pare nag ndax liñ ko tuddee Marième Faye Sall muy soxna su am njariñ ci président di ko jàppale comme koo xam ni que soxna yëpp ñuy jàppale seen jëkkër moom mu def ko ba pare raw ci nag ñu koy sant di ko gërëm di ko encouragé xam ni que vraiment yan bi diis na wante yàlla na oyof ci moom donc vraiment moo tax. waaw mu nekkoon Abdou Ndéné Sall nekkoon ki nga xamante ni moo fi teewaloon première dame Marième Faye Sall Mame Fatou mu nekkoon course boo xam ne si ne course bu am solo la ci waa Louga yëpp mobilisé wu génn xam nga Louga dañoo bëgg course bëgg loolu fas moo tax démb Louga yëpp génn nañ tafakal teeru nit ñi teeru gan ñi wax dëgg yàlla mu nekkoon course bu neex Mame Fatou. Donc dinañ am plus de détails demain dans Naaru Góor. Inch'Allah waaw demee ku bëgg a xam lan nga xawoon ci course bi yëpp da nga koy jàpp ci Naaru Góor parce que am na ay surprise yu bari yoo xam si ñu ngi ci biir mais mi ngi ci biir Naaru Góor. Très bien, merci Madiop, merci à toute l'équipe donc de Sport à la Une. Nous donc Malal, un petit mot sur le tailleur. Sur mon nouveau tailleur qui s'appelle Ali Fashion, il est à Guédiawaye Sam Notaire. C'est lui qui habille Alfie souvent. Et d'habitude, on a signé un bail pour de belles chemises dans Sport à la Une. Et je le remercie. Et je vous conseille vivement son atelier. D'accord. Madiop, oui. Étincelle cousine Étincelle. Qui Sacré-Cœur 3. Voilà. Moi aussi, je remercie Lili Coiffure. Et surtout, on en profite pour faire un gros coucou à Ndiawar, à Wadiop Fatoufal, la grande sœur de Soda Mama Fall, qui nous regarde depuis Las Palmas. Elle m'a dit qu'elle ne se couche pas avant d'avoir fini de regarder Sport à la Une. C'est énorme. Alors, Pape Gueye et sa femme du Resto Le Wallo, un coucou aussi au petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall, à tous les habitants de Las Palmas et de Tenerife qui nous regardent. Je vous embrasse. Merci Moharma, merci Hamza Diallo, merci Doudou Sao, Pierre Da Silva à la réalisation. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.